Le 1er décembre 2020, une petite équipe d'ouvriers municipaux peignait des lignes fraîches sur la route. La nuit était calme. Pas de trafic, pas de police, rien d'inhabituel. Puis, des phares apparurent à l'extrémité de l'avenue. Plusieurs SUV arrivèrent ensemble, se déplaçant en formation. Avant que les ouvriers puissent réagir, des hommes masqués sautèrent dehors, fusils levés. Ils furent forcés au sol, leurs gilets et outils confisqués. En quelques secondes, les ouvriers n'étaient plus des employés de la ville. Ils étaient des otages. C'était le premier mouvement d'un assaut coordonné. En quelques minutes, les routes furent bloquées, des positions de guet établies et des coups de feu éclatèrent près du quartier général de la police. Des explosifs secouèrent le centre-ville. Les attaquants n'étaient pas là pour une simple agence ou une poignée de distributeurs automatiques. Leur objectif était bien plus grand. Le trésor du Banco do Brasil, le plus grand coffre-fort d'argent liquide du sud du Brésil. Au moment où la nuit se termina, Criciúma témoignerait de l'un des braquages les plus audacieux de l'histoire de la nation. Criciúma, Santa Catarina. La ville était calme alors que la nuit approchait. La plupart des résidents étaient chez eux, se détendant après le début de la semaine de travail. Les magasins avaient fermé, le trafic s'était amenuisé et seuls quelques ouvriers restaient en service dans les rues. Rien ne suggérait que, dans quelques minutes, la ville serait transformée en scène pour l'un des braquages les plus violents du Brésil. Au département de transport municipal, Sergio Eduardo Firme finissait son service avec deux collègues, Marcelo et Juliano, vers 23h30. Il suggéra une pause. Ils s'arrêtèrent près de la rue São José pour manger quelque chose. C'est alors que Sergio le remarqua. Une voiture apparut, roulant dans le mauvais sens de la rue. Au début, cela semblait être une erreur, mais ensuite le véhicule ralentit, s'arrêta à une intersection et 4 hommes en sortirent. Ils étaient entièrement vêtus de noir, vêtements lourds, cagoules, gants. Seuls leurs yeux étaient visibles. Chaque homme portait un long fusil, des armes que Sergio n'avait jamais vues qu'en photo, des armes de qualité militaire, grandes et lourdes. Les ordres furent rapides et nets. Éteignez le camion, enlevez vos chemises, tenez-vous contre le coin. Sergio et ses collègues obéirent immédiatement. Puis les tirs commencèrent. Des coups de feu éclatèrent à travers la ville, résonnant entre les bâtiments. Quelques secondes plus tard, des explosions secouèrent le sol. Ce qui avait commencé comme une rencontre étrange dans une rue tranquille faisait maintenant partie d'un assaut coordonné sur tout le centre-ville. Au même moment, un convoi de SUV se dirigeait vers Criciúma. Des véhicules Mercedes, Land Rover, roulant en formation, phares éteints, moteurs ronronnant bas. À l'intérieur se trouvaient des dizaines d'hommes, environ 30 au total, lourdement armés et se déplaçant avec précision. Alors qu'ils atteignaient le centre-ville, le convoi se divisa en groupes séparés. Un groupe se dirigea directement vers le bataillon de police militaire, ouvrant le feu sur le bâtiment pour immobiliser les officiers. Des rafales automatiques balayèrent les murs, forçant la police à l'intérieur à se mettre à l'abri. Un autre groupe bloqua les intersections avec des camions volés, qu'ils incendièrent. Les routes furent coupées, les voies d'accès scellées. D'autres déchargèrent des bandes cloutées et des bombes improvisées, s'assurant qu'aucun renfort ne pourrait entrer. L'unité principale se positionna près des banques au cœur du centre-ville. La ville était divisée, morceau par morceau, sous leur contrôle. Les civils, assez malchanceux pour être au mauvais endroit au mauvais moment, furent immédiatement pris. Les ouvriers routiers finissant leur service, les employés municipaux de Service-Star et les automobilistes de passage, tous furent forcés à sortir de leurs véhicules, dépouillés de leurs chemises et ordonnés de s'asseoir sur les passages piétons ou de se tenir debout à découvert avec leurs mains visibles. Les attaquants les alignèrent aux intersections
et devant les bâtiments clés, les transformant en boucliers humains. Les otages s'assirent sur l'asphalte froid, des fusils pointés dans leur dos, tandis que les convois de SUV passaient. Pour les otages, il n'y avait pas d'échappatoire. Certains allumèrent des cigarettes avec des mains tremblantes. D'autres regardèrent silencieusement le sol. Pendant près de 2 heures, ils restèrent là, entourés d'hommes armés et d'explosions. La puissance de feu déployée stupéfia tous ceux qui en furent témoins. Les attaquants portaient des AK-47, des AR-15 et des mitrailleuses de calibre 50 montées sur trépied ou tirées depuis les véhicules. C'étaient des armes conçues pour la guerre, capables de traverser des véhicules blindés ou des murs de béton. Des balles traçantes rayèrent le ciel nocturne, des lignes rouges et vertes clignotant dans l'obscurité. Des explosions tonnèrent depuis les banques et les intersections, secouant les fenêtres à travers la ville. Plus de 200 kg d'explosifs seraient plus tard récupérés, des dispositifs assez puissants pour détruire des blocs entiers. Les criminels n'étaient pas seulement armés, ils étaient coordonnés. Des équipes de tireurs maintenaient un tir de suppression constant, tandis que d'autres se déplaçaient méthodiquement pour sécuriser les rues. Chaque tir avait un but: maintenir la police immobilisée, maintenir les civils figés et maintenir la ville sous contrôle. À l'intérieur du quartier général de la police militaire, les officiers réalisèrent rapidement qu'ils étaient pris au piège. La petite force de Criciúma n'avait pas de véhicules blindés, pas de fusils lourds et seulement un approvisionnement limité de gilets pare-balles. Les renforts des villes voisines prendraient des heures à arriver. Pour l'instant, les officiers ne pouvaient que se mettre à l'abri et attendre. Par radio, des appels désespérés furent lancés. Priorité, priorité. Le centre-ville est encerclé, officiers sous le feu, mais aucun renfort ne vint. Les attaquants avaient bloqué chaque route vers la ville avec le feu, des bombes et des camions, et ainsi, Criciúma était scellé. À 23h50, les premières vidéos commencèrent à apparaître en ligne. Les résidents filmèrent des balles traçantes traversant le ciel nocturne, des explosions résonnant entre les bâtiments. Les fenêtres vibraient, les alarmes hurlaient, les chiens aboyaient à travers les quartiers. Un portail d'actualité numérique locale se connecta à la radio de la police et lança un flux en direct. En quelques minutes, plus de 112 000 personnes regardaient en temps réel le siège se dérouler. Le flux captura l'urgence de la nuit, explosions en arrière-plan, coups de feu résonnant sans pause, officiers à la radio répétant les mêmes mots, demandant de l'aide des villes voisines. Dans les rues, des convois de SUV patrouillaient avec les portes ouvertes, des hommes armés penchés dehors avec des fusils prêts. Des feux brûlaient aux intersections. Des otages restaient figés sur les trottoirs, éclairés par la lueur des véhicules en feu. Criciúma, une ville de 200 000 habitants, avait été transformée en moins d'une demi-heure. Pour cette nuit, elle n'appartenait plus à ses résidents. Elle appartenait aux attaquants. À minuit, le centre-ville était scellé. La police était immobilisée à l'intérieur de son propre quartier général. Les otages étaient dispersés aux intersections. Les routes étaient à bloquer avec des camions en feu et des explosifs. Ce n'est qu'alors que la vraie cible devint claire. Au début, beaucoup crurent que les hommes armés attaquèrent la caserne de police ou frappaient les distributeurs automatiques. Mais ce n'était pas un braquage de banque ordinaire. La destination était le trésor du Banco do Brasil, un coffre-fort central où l'argent de plusieurs banques de la région était stocké. Des dizaines de millions de réaux se trouvaient derrière des murs renforcés. C'était ce pourquoi les attaquants étaient venus. À 1h du matin, la première explosion secoua le centre-ville de Criciúma. Les témoins décrivirent une détonation assourdissante qui fit vibrer les fenêtres à des blocs de distance. De la fumée et de la poussière se déversèrent dans la rue. Quelques secondes plus tard, vint une deuxième détonation, puis une troisième. Les attaquants utilisaient de la dynamite
placés avec précision pour déchirer le coffre-fort. Après chaque explosion, les équipes à l'extérieur déchaînèrent des tirs automatiques dans l'air, s'assurant que personne n'osait interférer. Les coups de feu résonnèrent sans arrêt, noyant les alarmes et les cloches d'église. À l'intérieur de la caserne de police, les officiers entendirent chaque explosion, mais ne purent rien faire. Ils n'avaient aucune ligne d'approche, aucune protection contre les armes déployées dans les rues. Pour eux, la ville semblait perdue. Quelques minutes plus tard, les communications radio interceptées par les enquêteurs le confirmèrent. Le coffre-fort est ouvert. Amenez les voitures. Le convoi de véhicules de luxe se mit en position, certains blindés, moteurs au ralenti sous la couverture des coups de feu. Les otages, incluant Sergio et d'autres ouvriers pris plus tôt, furent ordonnés à l'action. Des hommes armés poussèrent des liasses d'argent dans leurs bras et les forcèrent à les porter dehors. Des piles d'argent commencèrent à se former sur les trottoirs, empilées soigneusement à l'air libre, sous la lueur des feux brûlants à proximité. Une ligne après l'autre, les otages portaient des sacs du trésor vers les véhicules en attente. Des hommes armés vérifiaient chaque liasse, puis la chargeaient dans les coffres et les sièges arrière avec une précision militaire. Le système fonctionnait sans accroc, comme une machine. Sergio se rappellerait plus tard à quelle vitesse tout cela se déplaçait. Otages portants, hommes armés surveillant, conducteurs chargeant, moteurs tournant. 10 à 15 minutes suffirent pour vider le coffre-fort. À un moment, un homme armé déchira un sac et jeta des poignées de billets dans l'air. Les billets de banque se dispersèrent sur le pavé, dérivant avec la fumée. Les résidents regardant depuis leurs fenêtres descendirent plus tard pour collecter ce qui avait été laissé derrière. La police estimerait plus tard qu'entre 2 et 5 millions de réaux furent abandonnés dans le chaos, de l'argent littéralement laissé dans la rue. Le reste disparut dans le convoi. Quand le dernier sac fut chargé, l'ordre fut donné. Les otages devaient rester en place. Des hommes armés pointèrent leurs fusils une dernière fois, s'assurant que personne n'osait bouger. Puis, juste après 2 heures du matin, les moteurs rugirent. Le convoi commença à sortir de Criciúma. Les témoins décrivirent le moment comme troublant de calme. Les véhicules ne s'enfuirent pas à toute vitesse. Au lieu de cela, ils roulèrent lentement, pas plus vite que 20 km/h. Des hommes armés se penchèrent par les fenêtres et les portes, fusils dirigés dans toutes les directions. Derrière eux, la ville fumait. Au moins 2 camions brûlaient à travers les avenues principales, bloquant toute chance de poursuite. Des explosifs et des bandes cloutées furent laissés éparpillés dans les rues. Les renforts arrivant des villes voisines furent forcés de s'arrêter, incapables d'entrer. Le convoi se divisa en groupes plus petits alors qu'il atteignait la périphérie. Chaque SUV transportait de l'argent, des armes et des hommes prêts à ouvrir le feu s'ils étaient poursuivis. Mais aucune poursuite ne vint. La police de Criciúma, en infériorité numérique et surpassée en armement, ne put rien faire d'autre qu'écouter le son des moteurs s'estomper dans la nuit. Quand le silence revint finalement, les résidents sortirent prudemment. Près du Banco do Brasil, des billets jonchaient encore les trottoirs du chargement final. Certaines personnes se précipitèrent pour collecter ce qui avait été dispersé dans la fumée. D'autres regardèrent avec incrédulité les camions noircis et les bâtiments brisés. Pour eux, le siège était terminé. Pour les attaquants, il n'avait atteint que son point médian. Le convoi, chargé de dizaines de millions de réaux, était maintenant parti. Quand les coups de feu cessèrent et que le convoi de véhicules de luxe disparut dans la nuit, Criciúma fut laissé en ruine. Des camions calcinés bloquèrent les avenues, des douilles usagées et du verre brisé jonchaient les rues. Le trésor de la ville fut éventré, son coffre-fort explosé avec des explosifs. Les équipes de police scientifique arrivèrent à l'aube, commençant le lent processus de reconstituer comment l'un des braquages les plus violents du Brésil s'était déroulé. À 6h30,
les officiers fouillant la périphérie rurale de la ville firent une découverte critique. Dans un champ de maïs à Nova Veneza voisine, 10 véhicules abandonnés se tenaient cachés parmi les cultures. 9 étaient blindés. La plupart avaient été grossièrement repeints en noir, couvrant leurs couleurs originales. Mais les enquêteurs déterminèrent rapidement qu'ils faisaient partie du convoi, vu quittant la ville. À l'intérieur, les experts de police scientifique récupérèrent des empreintes digitales, des douilles et d'autres traces d'ADN. Des taches de sang sur les sièges confirmèrent ce que les témoins avaient déjà suggéré. Au moins un membre du gang avait été blessé pendant les explosions qui déchirèrent le coffre-fort. Un entrepôt proche du champ révéla encore plus. Les murs étaient éclaboussés de peinture noire, des rouleaux et des pinceaux abandonnés sur le sol. Des piles de gants, de chiffons et de vêtements tachés de poudre à canon et de sang gisaient éparpillés dans les coins. Une trousse médicale de fortune suggérait que les criminels avaient soigné les blessés là avant de s'échapper à nouveau. Ce n'était pas une retraite précipitée, c'était une étape soigneusement planifiée, partie d'une chaîne logistique conçue des semaines à l'avance. Les conseils des résidents locaux commencèrent à arriver rapidement. À Tres Cachoeiras, une communauté rurale à des heures de Criciúma, les voisins signalèrent une activité inhabituelle dans une ferme louée. Un groupe d'hommes y vivait depuis des semaines, prétendant être des touristes. Ils conduisaient des voitures chères, jouaient de la musique forte et tenaient des barbecues tard dans la nuit. C'était un comportement qui attirait l'attention dans une ville rurale tranquille. Quand la police perquisitionna la propriété, ils trouvèrent des preuves liant directement le groupe au braquage. Des cartes de Criciúma avec des routes marquées, des radios réglées sur les fréquences de police, de l'équipement tactique et des boîtes de munitions vides. Des matelas et des provisions de nourriture montraient que les hommes y vivaient confortablement, se préparant pour le braquage bien à l'avance. Le loyer avait été payé en espèces, environ 15 000 réaux brésiliens, pour libérer rapidement la propriété. Alors que l'enquête s'étendait, les officiers identifièrent 9 propriétés différentes à travers Santa Catarina et Rio Grande do Sul, utilisées comme refuge. Chacune avait un rôle. Certaines étaient utilisées pour stocker des véhicules, d'autres pour cacher des armes et des explosifs. Quelques-unes étaient simplement des résidences temporaires, donnant aux criminels des endroits où rester en se faisant passer pour des familles ou des touristes. Ces découvertes prouvèrent que l'assaut sur Criciúma n'avait pas été improvisé. Il avait été organisé comme une campagne militaire, avec des ressources réparties sur plusieurs États. Pendant que les équipes de police scientifique travaillaient sur les refuges, les enquêteurs suivirent une autre piste: téléphone, dossier bancaire et images de surveillance. Des appels interceptés révélèrent des contacts inhabituels entre des suspects à Santa Catarina et des opératifs à São Paulo. Les signaux téléphoniques placèrent des figures clés près de la banque la nuit du braquage. Des transferts bancaires montrèrent des soudaines poussées de revenus inexpliquées pour des individus déjà liés au crime organisé. Les images de surveillance confirmèrent les mouvements. Des voitures vues des jours plus tôt dans des stations-service et des magasins correspondaient aux véhicules abandonnés à Nova Veneza. Les caméras de sécurité capturèrent des suspects achetant des fournitures, faisant le plein de véhicules et se déplaçant entre les refuges de la région. Les enquêteurs reconstituèrent la chronologie de l'opération. Toutes les preuves pointaient dans une direction. Le premier commando da Capital, ou mieux connu sous le nom de PCC. Né dans les prisons de São Paulo après le massacre de Carandiru en 1992, le PCC avait grandi d'une alliance de détenus à la plus grande et plus dangereuse faction criminelle du Brésil. En 2020, il contrôlait une grande partie du trafic de drogue au Brésil, avait environ 40 000 membres et maintenait des liens avec des cartels au Mexique, en Colombie et en Europe. L'ampleur pure du braquage de Criciúma, les armes, les véhicules blindés, les mois de préparation correspondaient parfaitement au profil du PCC. Les gangs locaux
n'aurait jamais pu acquérir de telles ressources. Seule une organisation avec la structure et la portée du PCC aurait pu l'exécuter. Les premières arrestations majeures eurent lieu des semaines plus tard à Gramado, une ville touristique au Rio Grande do Sul. Les enquêteurs avaient tracé 2 suspects jusqu'à une maison louée où ils se cachaient avec leurs partenaires. Le plan était simple: se fondre comme des couples en vacances, loin du chaos de Santa Catarina. Quand la police intervint, un suspect tenta de fuir dans la forêt dense, mais fut rapidement capturé. L'autre fut pris à l'intérieur de la maison sans résistance. Tous 2 furent identifiés comme des opératifs PCC expérimentés qui avaient joué des rôles directs dans l'assaut de Criciúma. La vraie percée vint avec la capture de Murcio Geraldo Alves Ferreira, connu sous le nom de Buda. Buda n'était pas juste un autre soldat de base. Il était l'un des principaux leaders de rue du PCC, une figure de confiance avec des liens directs avec la direction sous Marcola. Pour les enquêteurs, son arrestation était une confirmation. Le braquage de Criciúma n'était pas une opération indépendante. Il avait été coordonné par le PCC lui-même. La capture de Buda révéla aussi des détails sur comment l'assaut avait été financé. Les preuves suggérèrent qu'il avait supervisé le transfert de fonds utilisés pour payer les véhicules, les explosifs et les refuges. Son rôle de leadership le plaçait au cœur de la planification. L'attention se tourna ensuite vers un couple que les enquêteurs identifièrent comme des logisticiens clés: Kawane Rafaela Dutra et Alexandro Sequeira Antonio. La presse les surnomma les Bonnie et Clyde du Brésil. Ils n'avaient pas été dans les rues portant des fusils, mais leur rôle était tout aussi critique. Kawane et Alexandro avaient organisé les véhicules, loué des entrepôts et coordonné les paiements aux autres membres. Ils furent vus pour la dernière fois à Gramado, partant des heures avant le raid qui attrapa leurs associés. Pendant des mois, ils se déplacèrent à travers différents États, utilisant de fausses identités et des locations à court terme pour rester en avance sur la police. Leur course se termina 3 mois plus tard, dans l'intérieur de São Paulo. Une force d'intervention conjointe encercla leur cachette et les arrêta sans incident. Bien qu'ils n'aient jamais touché le coffre-fort de la banque, les procureurs arguèrent plus tard que l'opération n'aurait pas pu réussir sans leur soutien logistique. Au total, 17 suspects furent condamnés pour leur rôle dans le braquage de Criciúma. Les peines allaient de 36 à 50 ans. Certains étaient des hommes portant des fusils dans les rues. D'autres étaient des logisticiens ou des gestionnaires de refuges. Ensemble, ils formaient le réseau qui rendit le braquage possible. Mais même avec les condamnations, une pièce critique manquait: l'argent. Les autorités croient que des centaines de millions de réaux furent volés. Pourtant, seulement environ 1 million fut jamais récupéré. La plupart des billets éparpillés devant la banque cette nuit-là. Le reste avait disparu. Les unités de renseignement financier tracèrent des fragments de l'argent dans les semaines après le braquage. Une partie coula dans des entreprises de construction par des contrats fictifs. D'autres montants furent canalisés par des ONG et des sociétés écrans contrôlées par des associés du PCC. En quelques semaines, la piste devint froide. L'argent avait été absorbé dans des réseaux de blanchiment suffisamment sophistiqués pour le déplacer hors de portée. Pour les enquêteurs, c'était la réalité la plus frustrante. Les hommes armés pouvaient être arrêtés, mais la fortune pour laquelle ils avaient tout risqué était déjà partie. Le braquage de Criciúma prouva quelque chose que les enquêteurs craignaient déjà: que le PCC avait la capacité de frapper loin de sa base d'origine à São Paulo, utilisant une puissance de feu écrasante pour paralyser des villes entières.